Docteur Bénécris, bonjour. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à vos copanélistes ce matin et surtout un bonjour particulier à celle qui m'accompagne depuis 9 ans aujourd'hui, la mère de mes jumeaux, Jenny Pauline. Ok, félicitations également pour vos jumeaux, on va le dire comme ça, et surtout merci d'être là ce matin. À ma gauche, Christelle André Fanga, directeur de publication de La Dépêche de midi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn, merci de m'avoir invité. Je dis bonjour à Bénécris et félicitations aussi. Merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin et de toute la galaxie qui ne fait que s'accroître au niveau africain et au niveau mondial parce que j'ai reçu des nouvelles de Côte d'Ivoire par rapport à notre dernier sujet. Hier, justement, voilà, on nous a appelés de partout. J'ai eu des messages d'ailleurs de tous les Ivoiriens. Voilà. Et de nos amis qui sont les directeurs de publication des journaux et quotidiens. Et ceux qui nous menacent, qui pensent qu'on ne doit pas parler de Gbagbo et de Ouattara. De Ouattara ou bien d'un certain trafiquant de drogue appelé Ahmed Bakayoko, ministre d'État de Côte d'Ivoire. Ben, nous nous en foutons. Nous sommes là pour la vérité. Et nous allons continuer à dire la vérité. Donc, c'est un travail qui a été fait et nous ne sommes pas influencés par quoi que ce soit. Bienvenue en tout cas à vous ce matin encore, André Christelle Fanga. Patient Pafendo, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à Bénécris et à Christelle, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour particulièrement à nos techniciens. Il pleut à ce doigt-là. Il pleut. Être là très tôt le matin pour ce que n'est pas facile du tout. Cette matinée soit possible. Je dis merci, félicitations. Et merci pour cette énième invitation. Et il ne faut pas également oublier, nous venons sous la pluie. On a un devoir de mémoire envers les téléspectateurs. Messieurs, le président burundais Pierre Nkurunziza meurt brutalement à l'âge de 55 ans, nous dit-on, d'un arrêt cardiaque. Ça, c'est la version officielle. Et voici ce que le communiqué déclare. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque, indique d'ailleurs le communiqué officiel du gouvernement burundais. Le texte détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volleyball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute d'ailleurs le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridisciplinaire a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. Mais une question cependant, messieurs. Comment peut-il être tombé malade en même temps que tous les membres de sa famille, femmes et enfants? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que tous vont se retrouver à l'hôpital, ce que ne nous dit pas le communiqué. La seule chose que nous dit le communiqué, c'est que Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai, son successeur et son dauphin, désigné Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État. Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se présenter. Son mandat devait se terminer, il faut le préciser, en août prochain. Sa candidature à un troisième mandat très controversé en 2015 avait plongé son pays dans une crise politique. L'élection présidentielle du 20 mai s'est tenue en dépit de l'épidémie du nouveau coronavirus. Des milliers de partisans avaient afflué au meeting de campagne et le jour du scrutin, les électeurs se pressaient les uns d'ailleurs contre les autres dans les files d'attente sans véritable mesure de prévention. On ignore jusqu'à preuve de contraire si l'arrêt cardiaque auquel a succombé Pierre Nkurunziza est consécutif à une infection au Covid-19. Son épouse avait récemment été admise à Nairobi pour y être soignée. Certaines sources affirmant qu'elle avait contracté le nouveau coronavirus. Le gouvernement a annoncé d'ailleurs un deuil national de 7 jours à compter de mardi dernier. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, le communiqué officiel du gouvernement burundais ne nous dit pas que les enfants de Pierre Nkurunziza, lui-même et sans oublier son épouse, étaient malades. Docteur Bénécris. Oui,
Et il y a beaucoup de dichotomies dans l'information qui a été servie au public par les gouvernements burundais le lendemain du décès de Pierre Nkurunziza, qui, selon d'autres sources, serait intervenu 2 jours avant. Alors que 2 jours avant, c'est-à-dire les 6 ou 7, Pierre Nkurunziza participait à un match de baseball, de basketball, au cours du volleyball, pardon, et il a eu à recevoir un certain nombre de gens, donc la santé était normale. Le 7 matin, Nkurunziza sent des malaises, on l'achemine à l'hôpital, et le 8, il décède. Donc il y a une dégradation subite de sa santé qui étonne beaucoup de personnes. Parce que sanitairement, sur le plan de la santé, son médecin aurait attesté qu'il n'avait aucun problème cardiaque. D'où survient donc les problèmes cardiaques qui a été déclaré par le gouvernement. Et que dit le gouvernement sur l'évacuation de sa femme quelques jours au préalable au Kenya. Et de ses enfants également qui étaient malades. Et de ses enfants. Donc il y a beaucoup de suspicions, non seulement dans l'attitude du gouvernement, qui n'a jusque-là promulgué aucun calendrier, aucun programme à la suite de ces décès, qui n'a pas éclairci les conditions même de sa mort, et paradoxalement, cela rappelle aussi que même le président qui a été élu à la suite des élections organisées n'était pas le premier choix de Nkurunziza. Parce que le premier choix était le président de l'Assemblée nationale. Donc, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se trame que les jours à venir seront capables de nous éclaircir. Jusqu'à preuve de contraire, André Kisselfanga, on dit comme ça que Pierre Nkurunziza avait contracté le coronavirus. Ben, écoutez, il fallait trouver la petite bête. Vous savez que le Burundi et l'attitude du président Nkurunziza, c'était justement une attitude de dire que c'est une histoire, votre histoire de Covid, donc il faut immédiatement le coller cette étiquette-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est pas vrai. Le président Nkurunziza n'est pas atteint du Covid-19, n'est pas mort de Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les informations qui filtrent de Bujumbura, vraiment, c'est comme s'il y a eu un empoisonnement collectif. Parce qu'un seul instant, toute une famille ne peut pas être malade. Femme, enfant, sa maman aussi est décédée. Sa maman a décédé justement. Elle est décédée aussi le lendemain. La femme hospitalisée, les enfants hospitalisés en un instant. Ça veut dire qu'on a jeté peut-être l'épidémie de Covid-19 dans la maison. Oui, si c'est cela, on est d'accord tous. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement aller en profondeur de cette histoire, parce que quand nous regardons logiquement, il ne peut pas avoir mort de Covid-19, ou bien il ne peut pas avoir cette déclaration du gouvernement qui dit d'un arrêt cardiaque pour Nkurunziza, qui est un sportif vraiment avéré et qui aujourd'hui, même si on sait pertinemment qu'il y a quand même des joueurs de football qui meurent également sur les stars, bien sûr, pour des arrêts cardiaques. Pour des arrêts cardiaques, mais nous savons tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc nous savons quand même que aujourd'hui il y a des suspicions, parce que quand vous suivez un peu les déclarations qui sont faites un peu de partout, vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Il y a anguille sur roche. Et quand nous regardons la posture de l'homme en lui-même, de Nkurunziza, c'est comme quelqu'un qui ne voulait pas partir officiellement, ou bien qui ne voulait pas quitter véritablement la scène politique, parce qu'il avait encore droit de veto sur toute la gestion politique. Donc, malgré qu'il n'est plus chef d'État. Donc, il doit avoir une volonté de ceux qui veulent gouverner étant libres d'effacer Nkurunziza de la scène politique. Ça, c'est juste une analyse. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller en profondeur de cette histoire de Nkurunziza et de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ce qui est sûr, tous les rapports seront biaisés, parce qu'en réalité, il faut comprendre que Nkurunziza sort d'un coup d'État aussi, parce qu'il y a de cela, je crois, moins de 2 ans, il a essuyé ces mêmes militaires qui sont arrivés, parce que le président élu aujourd'hui est général. Donc, vous savez qu'il y a certains militaires qui ont voulu faire un coup d'État quand Nkurunziza n'était pas au pays. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de petites manigances là, et sans compter ses prises de position par rapport à l'OMS ces derniers temps. Donc, et à la Coupe pénale internationale. Et la Coupe pénale internationale. Donc, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir un bon scénario qui a été monté pour en finir avec M. Nkurunziza. Patient parfum d'homme, jusqu'à preuve de contraire, Pierre Nkurunziza était l'ennemi numéro 1 de la communauté internationale. Jusqu'à sa mort, on a déclaré d'ailleurs après, on a vu une campagne de bashing justement sur lui. On a tout dit. Dictateur, militaire, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites d'ailleurs.
et qui se disent encore aujourd'hui. Commençons d'abord à adresser nos condoléances au peuple burundais. Oui. J'ai quelques amis burundais qui, certains, ont fait les études de passage sur le Cameroun, sont retrouvés à l'étranger, en Europe, pour parachever leurs études et ont décidé de rentrer au Burundi. Et ils vivent, je crois que c'est difficile. Ce pays vient de connaître la disparition de celui qui était encore, il y a cela quelques jours, le chef d'État, et c'est pas la première fois qu'un chef d'État burundais disparaisse dans ces conditions plus ou moins tragiques. Vous vous souvenez de Nestor Dandaye et d'autres. Donc, je pense que le Burundi, le peuple burundais est dans une situation un peu difficile qui demande quand même qu'on s'y attarde un peu, mais surtout qu'il s'arme de beaucoup de courage et de détermination pour aller de l'avant. Le président Nkurunziza est parti dans des conditions que vous venez de décrire qui sont un peu flou. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais aucune hypothèse, à mon sens, n'est à évacuer. Aucune hypothèse, premièrement. Le président Nkurunziza, c'est un personnage que nous connaissons, pas haut en couleur, mais un personnage qui était un peu très, qui avait un nationalisme échevelé, diront les blancs, mais pour dire qu'il était très jaloux de la liberté, n'est-ce pas, de son pays et de son pouvoir. À partir de ce moment-là, il supportait difficilement les administrations et autres considérations en termes de diktat qui venaient de l'étranger. C'était valable pour les pays qui sont autour du Burundi, mais c'était aussi valable vis-à-vis de ce que nous appelons, ce qu'on appelle prétendument la communauté internationale. D'où un certain nombre de décisions que Nkurunziza avait actionnées, que ce soit la sortie de la CPI et d'autres décisions qui ne plaisaient pas beaucoup à la communauté internationale, aux bien-pensants de ce monde, entre guillemets toujours. Donc cela est un fait avéré. Mais on n'oublie pas quand même la participation de Burundi avec l'aide de Nkurunziza aux opérations de maintien de la paix en Afrique, donc principalement en Somalie, où le Burundi est le principal fournisseur en termes d'hommes pour essayer d'empêcher les Chebabs de faire la Somalie un enfer. Ça aussi, c'est un actif. À son actif, il faut le souligner. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même une vision de l'Afrique qu'on ne peut pas totalement nier, une Afrique libre, une Afrique indépendante. Mais maintenant, le président Nkurunziza avait aussi, et je pense que c'est de là que vient une partie de la faille, on dit que nul n'est parfait. Oui. Monsieur, bon, c'était un chrétien évangéliste, tout le monde le sait, il était aussi, au-delà d'être président non plus, mais aussi pasteur. Donc il avait une vision plus ou moins messianique de la chose publique. Par exemple, parlons de Corona, il a dit que non, il avait fait des séances de prière et que Dieu avait purifié l'air du Burundi, qu'il ne pouvait pas accepter le virus de coronavirus. Donc le Burundais n'avait pas à se prémunir de quoi que ce soit. Le corona ne pouvait pas les attraper. Donc ce sont des considérations qui sont presque qui tirent vers l'obscurantisme. Nous sommes en plein XXIe siècle, dans un monde qui va vite, qui est scientifique, une maladie que même les plus grandes nations ne parviennent pas encore à cerner aujourd'hui. Avoir cette attitude, n'est-ce pas, cette vision, j'allais dire que d'un évangélisme d'autres années, c'est quelque chose de dangereux. Et je crois qu'en termes de comparaison, il n'y a que lui et le président brésilien Bolsonaro qui en sont à cette vision-là, que non, Dieu va nous aider. Bon, Trump aussi un peu au tout début, mais nous on essaie de se rattraper. Mais on voit les conséquences de ce qui se passe actuellement au Brésil, avec, je crois que c'est l'un des centres de propagation de cette maladie. Troisième pays le plus touché au monde. Voilà, ce qui prend de l'ampleur à une vitesse incroyable. Donc, je pense que le président Nkurunziza a commis une faute en pensant qu'il suffirait de prier, et en pensant que suffirait de dire comme une espèce de méthode couée que la maladie n'existe pas, pour qu'elle n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, nous avons parlé et là vous avez bien fait de rappeler que son épouse a enterré en soins intensifs au Kenya, à cause du coronavirus, ne marchons pas les mots, c'est ça la vérité. Bon. Deuxièmement, il y a la manière dont Nkurunziza a géré son pouvoir. Mais surtout, ce boulet qu'il a trimballé, cette affaire de son troisième mandat au Foxing, qui a fait que ça a créé une espèce de situation délétère
au sein même du pouvoir burundais. Oui. Tout à l'heure, Bénédicte venait de le rappeler, Ndayishimiye, qui a été élu chef d'État, n'était pas son choix. Son choix, c'était le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que même au sein de son parti, à un moment donné, il a eu mal à partir avec son entourage immédiat qui pensait qu'il pesait trop au niveau de la vie publique et politique de son pays. Sans oublier les conditions qui s'est aménagées pour son départ. Les conditions à la fois financières, mais surtout politiques. Vous êtes en train de Christelle nous dire qu'il avait le droit de veto sur tout. Ça veut dire qu'en réalité, il devait avoir un chef d'État, Ndayishimiye, devait être un chef d'État postiche, quoi. Voilà. Donc, il faut donc faire attention quand vous gérez un pays avec de telles difficultés. Si on revient un peu au Cameroun, on se souvient que quand Ahidjo part de pouvoir et remet le pouvoir à son dauphin constitutionnel, M. Paul Biya, Ahidjo part comment dire ça? Il part de pouvoir autant pour moi, mais avec une clause qui était dans la constitution de l'UNC, qui disait que le parti est au-dessus de l'État. C'est ce qui donnait l'impression à Ahidjo qu'au cours d'une cérémonie officielle, le président Biya pouvait arriver avant lui et lui venir après parce qu'il était président du parti. Ça, c'est ça, en réalité, qui est à l'origine du coup d'État qui va se 1884, 6 avril 84. Donc, quand vous gérez un pouvoir avec de telles contradictions, avec de telles volontés de parti sans parti, vous créez des conditions pour que tout soit possible. Moi, je ne pense pas qu'on ait jeté une maladie au sein de la famille présidentielle. Je pense beaucoup plus pour un coronavirus en accéléré, parce que si la maman a décédé également. Peut-être qu'elle avait des cas de comorbidité, parce qu'un président de la République a quand même un staff médical, des médecins de renom, n'est-ce pas, du pays. Mourir comme ça, de manière violente, d'une attaque cardiaque, sans prévenir, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Donc, certainement, il y a une maladie, et comme nos États savent se renfermer sur eux, surtout quand ils ont de l'adversité à gauche et à droite, dans cette taxi-là, peut-être que déjà il y avait des signes de maladie de corona de la part du président Nkurunziza, je veux dire, qui l'affectait, mais comme... n'est-ce pas, les États savent souvent, dans ce cas-là, être dans un ordre métal qui ne dit pas son nom. C'est ça qui a peut-être précipité, alors que peut-être les symptômes étaient déjà avancés, la mort du président Nkurunziza. Maintenant, je n'ai pas le don de la science infuse pour dire qu'il faut écarter une quelconque... on ne va pas également oublier un patient parfait d'homme que ce n'est pas la première fois quand même qu'un chef d'État meurt comme ça de façon bizarre du côté du Burundi. Oui, je dis ça qu'au niveau du Burundi, quand la première mandature de Nkurunziza, n'est-ce pas, son premier mandat, les gens applaudissent. C'est quelqu'un qui a construit, je crois, plus de... entre 5, je me trompe, peut-être 50 000 écoles lors de son premier mandat. C'était jamais vu. Il y en a de l'espoir. C'était un jeune. Il avait l'espoir, il sortait franchement de maquis, il a combattu pour imposer un autre paradigme politique au Burundi. Les gens ont cru. Mais les accords d'Arusha, qui vont l'amener au pouvoir, avaient des clauses que vers la fin de son deuxième mandat, il a refusé de respecter. Au point de faire ce forcing de ce troisième mandat. Même si on peut nous opposer aujourd'hui que même s'il a fait des réformes d'ordre constitutionnel, mais ne s'est pas présenté, le verre était déjà dans le fruit avec ce troisième mandat. Donc, tout est possible. Nous sommes dans ces systèmes, et c'est pour ça qu'une fois de plus, je dis souvent, nos États, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas aussi forts que ça. Parce que les autres, s'ils veulent détruire complètement nos États, surtout l'instance fêtière, c'est une question de seconde. Donc, on peut donc valablement dire que, le président Nkurunziza n'a pas pris les précautions sanitaires qu'il fallait, et pour lui, et pour son pays, par rapport à cette vérole qui est en train de faire des dégâts incroyables partout dans le monde. Ce n'est pas seulement une affaire de Burundi. Deuxièmement, la conduite des affaires du pays, avec sa avec sa mainmise trop lourde sur la suite des événements, a peut-être créé des conditions pour que quelque chose de néfaste puisse se produire, et pour lui et pour sa famille. Mais moi, je pense, en toute sincérité, c'est mon point de vue, je chute par là, que cette question de coronavirus ne doit pas être lue sur, avec une grille de lecture, bien avec des œillères, de type de dire, nous sommes des croyants,
Parce que Dieu existe, Jésus nous a protégés, lavé de son sang, donc cette affaire ne va pas nous toucher. Ce sont des histoires. Même le Vatican a fermé, même la Mecque a fermé. Ça veut dire que les gens ne savent pas de quoi ça retourne. Dans ce sens, vous répondre, monsieur Ndom. On ne sait pas de quoi ça retourne. Donc on dit je suis lavé du sang de Jésus, rien ne va m'arriver, machin. Ce sont des histoires. Vous voyez. Ça veut dire que même je ne suis pas pasteur comme monsieur Fangua. Mais même Jésus refuse la tentation du diable. C'est tout dit dans la Bible. Il refuse la tentation du diable. Parce que le diable a essayé de le tenter. Tu dis que tu es Dieu, tu es le fils de Dieu. Jette-toi un peu au haut de cette falaise. Jésus aurait pu le faire. Mais il a dit, attention, ce monsieur qui est en face de moi, je ne le maîtrise pas très bien. Donc je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Donc honnêtement, il faut, et c'est ce que j'appelle le pari pascalien souvent, si je vous le dis, admettons même que le Coran n'existe pas. Qu'est-ce que nous perdons en appliquant les règles qui sont édictées, c'est-à-dire que les règles de distanciation sociale et les mesures barrières? Rien du tout. Pourquoi? Parce que si, in fine, le coronavirus existe, nous allons, freiner la propagation de la maladie, deuxièmement, nous allons nous protéger. Mais si, à la fin, toujours, cette maladie-là n'existe pas, on n'aura rien perdu d'avoir tout fait pour que nous puissions nous en prévenir. Pour rester en vie. Mais si par malheur, nous n'appliquons pas ces restes de distanciation sociale et ces gestes barrières, si le corona existe, alors tant pis pour nous. Donc, c'est une manière de dire quand même aux Africains. Cette manière des nouveaux évangélistes de dominer l'Afrique, avec une pensée, je dis bien, je pèse mes mots, obscurantiste, il faut balayer cette affaire-là. C'est inacceptable. Parce que nous sommes dans un monde qui est physique, nous sommes dans un monde qui est fait de choses extrêmement dangereuses. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et de son peuple pour que vraiment, avant que les choses ne soient physiques, on ne maîtrise pas un phénomène, au moins, on puisse s'en prémunir. Ah, oui. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que c'était cet oiseau-là, le corbeau, n'est-ce pas, c'est par réflexe de survie qu'il avait survécu. Hein? Voilà. Béni Christus, capable de contrer, on parle toujours de Pierre Nkurunziza. Finalement, avoir un dauphin devient assez dangereux, en tout cas sur le continent africain, parce que si un temps soit peu, Pierre Nkurunziza avait toujours la même mise sur l'État burundais, à un moment donné, le général Évariste Ndayishimiye devait avoir aucun pouvoir à un moment donné. Je pourrais même dire que c'est même le point central de ces débats. Pourquoi? Souvenez-vous que Nkurunziza n'était pas parmi les grands nationalistes africains, il faut le reconnaître. Comme Parfait le disait tout à l'heure, il avait sa façon à lui de promouvoir les nationalismes burundais. Oui. Mais il faut quand même le reconnaître, comme Parfait l'a fait, que le Burundi, c'est un mauvais élève vis-à-vis de l'école occidentale et de l'occidentalisme politique. Pourquoi? Ce monsieur a fait, malgré la pauvreté de son pays, comme on le clame si haut, ça, c'est ce que les autres disent. Hein. Ça, c'est ce que les Occidentaux disent. C'est pas ce que... Je souligne bien, je vais y revenir. Regardez Nkurunziza, il a rendu l'éducation gratuite dans son pays. La maternité est gratuite dans son pays. Vous savez, c'était... on construit des routes avec les mains. Quelques-unes des raisons qui ont fait que Kadhafi soit, n'est-ce pas, massacré par les croisés occidentaux qui ne veulent pas qu'un pays africain puissent, n'est-ce pas, s'émanciper de leur modèle et de leur façon de voir les choses. C'est d'abord une guerre des modèles, des façons de concevoir la cité, et Nkurunziza faisait partie de ceux qui représentaient donc cette contradiction-là au modèle occidental. Ça, c'est de un. De deux, il faut vous rappeler que Nkurunziza est un Hutu. Et il était à la tête d'une rébellion Hutu. Alors qu'en face du Rwanda voisin, un pays où ils sont toujours, n'est-ce pas, en guerre, ils ne s'entendent pas, la suprématie Tutsi qui veut à tout prix imposer les Tutsis dans la sous-région, qu'il s'agisse du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC d'ailleurs, qui a réussi, ce sont des Tutsis qui gouvernent. Et l'empire Ima-Tutsi est une conception géostratégique énorme sur laquelle les États-Unis s'appuient pour entraîner l'Afrique centrale tout entière dans les guerres que nous connaissons aujourd'hui. C'est une réalité dont les preuves sont, n'est-ce pas, à ne pas en finir. Donc, il faut déjà regarder cela. Et l'arme absolue que les Tutsis utilisent. Je ne dis pas que tous les Hutus sont des criminels, mais je dis l'arme absolue utilisée par cette façon de concevoir la chose, c'est l'empoisonnement.
Et je vous dis que cette arme a décimé la RDC et d'autres pays de la sous-région que j'ai eu l'occasion de visiter parce que c'est un moyen d'assouvir n'est-ce pas, les objectifs politiques. Alors, quand vous regardez minutieusement les conditions dans lesquelles le président Nkurunziza vient de partir, il y a d'abord un soupçon lié à un coup d'État de palais qui devait avoir lieu bien avant même les élections, la tenue des élections présidentielles. De mai dernier. Très bien. Même quelques années avant, il y a eu une tentative de coup d'État qui a été matée. Bon, regardez le nombre de Burundais qui se sont repliés au Rwanda après la crise de 93 et 2006. Plus de 300 000 Burundais s'y sont réfugiés et Paul Kagame a établi une maison d'accueil qu'on appelle la maison Raphaël, et qui les accueille. Non seulement il les accueille, mais il leur donne aussi une formation politique pour que demain, cette frange puisse répartir. Mais seulement, la partie sur laquelle ça s'appuie, c'est la partie Tutsi. Voilà pourquoi je toujours dit, il faut faire très attention même à la pseudo-croissance économique du Rwanda, et même à la figure mythique et mystérieuse de Paul Kagame, qui est ni moins ni plus un agent secret de multinationales américaines, en particulier pour s'aimer la zizanie, n'est-ce pas, en Afrique et rétrocéder les richesses de Grand Lac dans les firmes occidentales. Donc ça, c'est un pan de la question. Deuxième chose, il faut regarder ce que Nkurunziza a fait comme réforme, lui octroyant pratiquement les pleins pouvoirs en tant que guide suprême du patriotisme. Cela veut dire que le président qui était élu ne serait qu'une marionnette de plus. C'est lui qui continue donc à gérer le pays. Et là, Parfait Ndomla a bien souligné qu'il y a un problème en Afrique lié non pas seulement aux dirigeants africains, le fait de partir sans réellement partir, comme d'ailleurs Kabila au Congo, qui a donné un semblant d'alternance démocratique à Mondovision pour qu'on croit qu'il y a réellement alternance, mais la réalité est sombre. Il tient jusqu'aujourd'hui les manettes du pouvoir en RDC, jusqu'à faire du président de la République actuelle, n'est-ce pas, si pas une marionnette, mais restreindre les manœuvres du pouvoir pour qu'il ne soit pas à même d'implémenter ce pour lequel il a été élu. Il y a des accords secrets, c'est vrai, avec le Burundi et le Rwanda qui ont prévalu à ce qu'ils soient, n'est-ce pas, imposés en RDC. Mais quand vous regardez cette cartographie géopolitique de la sous-région, vous vous rendez bien compte que si l'arme utilisée n'est pas un assassinat politique, vous l'avez vu avec Laurent Désiré Kabila, oui. Il a renié les accords qui l'ont amené à la tête de l'AFDL, qui n'était jamais un parti politique congolais, qui a été créé au Rwanda justement, par des Rwandais. Et on a pris un Congolais pour, n'est-ce pas, tromper l'opinion internationale et dire que c'est les Congolais qui sont à tête, alors que tout était manigancé depuis les États-Unis, via le Rwanda. Et donc, quand il arrive au pouvoir, il se rend compte de la manigance, il dit, mais tiens, ces projets ne vont pas aider la sous-région à se développer. Ça va continuer, n'est-ce pas, à alimenter les circuits que nous combattons en tant que nationalistes pour développer nos pays. Il faut donc que je fasse volte face. Et quand il l'a fait, il était l'homme à battre. Des Rwandais ont tout fait pour l'abattre et ils ont réussi à l'assassiner. Il a été lâchement assassiné, comme nous le savons, et remplacé par un Rwandais qui a été proclamé comme Congolais, puisque le Kabila Joseph, du nom, de véritable nom Kanawis Kanambe, n'est jamais un Congolais. C'est un Rwandais qui a dirigé le Congo pendant 16 ans. Les faits sont têtus, il faut le dire. Et moi, j'ai pris la peine de dire la vérité parce que j'ai un engagement politique qui ne me permet pas de me compromettre. Vous voyez. Donc, ce sont des faits qui se font. Alors, cette guerre-là a fait que le fait que Nkurunziza s'est entêté à faire un troisième mandat était un défi lancé. Non seulement à la communauté internationale, mais surtout à ceux de la sous-région, dont en particulier Paul Kagame, qui voyait d'un mauvais œil la prolongation de son pouvoir. Pendant que lui-même s'éternise au pouvoir, pendant que lui-même chasse les opposants, pendant que lui-même verrouille tous les systèmes, n'est-ce pas, politiques de son pays, mais par contre, il estime que l'autre n'a pas le droit de rester dans son pays, parce qu'à un certain moment, son panafricanisme, parfait venait de souligner ici la participation du Burundi, n'est-ce pas, la pacification de la Somalie, il a fait un certain nombre d'actions sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, mais
il était une figure gênante parce qu'il voulait être libre, autonome dans son pays et exercer. Les gestes qu'il a posés récemment, non pas seulement de nier le Covid-19, mais surtout de chasser les personnels de l'OMS. C'est un grand défi. Vous savez, les gestes qui a fait que Kadhafi soit assassiné, ce n'est jamais son nationalisme. C'est l'acte posé par Kadhafi lors d'un discours aux Nations Unies, où il prend la charte des Nations Unies, il jette par terre, déclarant que si c'est là les droits de l'homme que vous voulez nous imposer sur la terre, alors il faut qu'on s'interroge de quel homme vous parlez et de quel droit. Il a, n'est-ce pas, littéralement cité un discours qui a été prononcé par Mobutu en 1963 pour dire que nos pays ne sont pas sous-développés, mais nos pays sont sous-équipés. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Les gisements pétroliers, nous avons l'or, l'uranium et tout. Mais l'Occident voit d'un mauvais œil que nous ayons des nationalistes. Et déclare d'ailleurs que les pays africains sont pauvres. Nos pays. Voilà. Alors, donc voilà un peu pour chuter là-dessus. C'était pour dire que Nkurunziza, d'abord, c'était une figure qui n'était pas aimée. Ça, c'est de un. De deux, il aurait pu laisser librement les élections se passer. Et que celui qui devait être élu puisse avoir le plein pouvoir. Déjà, il y a un principe des accords qui se tient, c'est par là qu'il veut chuter. Parce que, il y a le scénario de la Zimbabwe. Vous vous souvenez, avec la mort de... mort de Robert Mugabe. La mort de Robert Mugabe qui a été anticipée par un coup d'État. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait simplement des accords. Parce que Mugabe avait rétrocédé pratiquement le pays aux Chinois. Dans les accords privilégiés étaient avec les Chinois, et un certain nombre de terres ont été confisquées aux multinationales occidentales, dont les Juifs, les Américains, les Français, etc. Donc il fallait tout faire pour que demain, cette figure ne soit plus là, et que certains intérêts soient rétrocédés à ceux qui, n'est-ce pas, tiennent les rouages de l'économie du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont asphyxié l'économie zimbabwéenne pendant l'époque de Mugabe, mais ils ont signé des accords en parallèle avec des généraux qui ont accompagné Mugabe. Ils ont profité de la faiblesse de l'âge de Mugabe pour faire ces coups d'État. Effectivement, les généraux qui accompagnaient Nkurunziza pendant les pouvoirs avaient déjà commencé à contracter un certain nombre de désaccords avec l'Occident, avec les organisations internationales, dont l'ONU et l'OMS, et vous allez voir la reconnaissance officielle de Covid-19 avec ces généraux. Vous allez voir la ligne qui sera prise, n'est-ce pas, par celui qui va diriger ces pays, sera la ligne officielle que l'Occident veut voir implémentée par les chefs d'État africains. Et ça doit être la cause du décès de Nkurunziza. Je ne pense pas que ce soit Covid-19. Je ne nie pas le fait que Covid-19 ait fait des ravages et existe, mais je pense sincèrement que ce qui s'est passé au Burundi soit un coup d'État de palais qui a été, n'est-ce pas, implémenté derrière un assassinat. Ça peut être un empoisonnement, ça peut être autre chose, mais ce qui est vrai, ça a été provoqué par des gens qui ne voulaient plus voir l'ombre de ces messieurs. André Guissef-Fanga, vous avez suivi justement Dr Benny Chris. On ne va également pas oublier que ces derniers temps, du côté de la RD Congo, il y a pas mal de proches, il faut le dire, de Etienne Tshisekedi, qu'on dit être justement empoisonné. Parce que je reprends les termes justement du docteur Benny Chris, lui qui est congolais. Je vous signale que plus de 20 conseillers à la présidence, les proches plus de 20 personnalités de la République RDC sont en train d'être assassinés. Sont en train d'être assassinés. À mon vision. Ça ne fait pas encore 48 heures que quelqu'un d'autre est mort justement. On peut penser également au cas du côté de Burundi. Bien sûr, parce que quand vous devenez gênant, il faut vous éliminer. Ça c'est clair. On est dans la logique de l'élimination, l'empoisonnement, pas seulement au niveau de la RDC. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Parce que ces trois pays quand même, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne, ces trois pays sont tellement bien liés. On parle du Rwanda, de la RD Congo et du Burundi. Bien sûr, vous comprenez que... Et des pays qui jadis formaient un seul territoire. Parce que le Rwanda et le Burundi étaient des parties de la RDC. Une montée en puissance du panafricanisme, une montée en puissance de la liberté ou des prises de décision assez importantes. Et vous savez une chose, et c'est pour vous allez retrouver que les deux pays, que ce soit le Congo, que ce soit le Burundi, les deux chefs d'État ont leur foi en Christ. Et vous pouvez comprendre pourquoi cet acharnement autour de ces deux personnalités. Parce qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est en train d'éliminer tout ce qui peut montrer un autre visage que ce qu'eux, ils ont décidé dans leur cercle très fermé. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a un programme bien défini. Monsieur Parfendom, le monde n'est pas gouverné par le naturel. Le monde est gouverné par le spirituel. C'est clair. Et c'est ceux qui décident dans les loges qui viennent appliquer au vu et au su de tout le monde. Donc, ce n'est pas une affaire de croyance, mais c'est une affaire qui est réelle. C'est la réalité du pouvoir politique c'est la réalité du pouvoir dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, venir dire que
bon, on attend que le coronavirus aussi fasse des dégâts aux États-Unis parce que tout le monde est sorti aux États-Unis. Mais ça tue des gens là-bas. Non, messieurs. Si. Il n'y a pas eu d'augmentation de taux de contamination du Covid-19 après Depuis que les gens sont en train de marcher. Après les émeutes. Plus de morts pendant qu'ils étaient confinés. Donc, vous comprenez moins de morts pendant que les gens sont non confinés. Donc, confinés. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, monsieur. Donc, il n'y a rien. Écoutez très bien. Nous avons vu les États-Unis dehors. Il n'y a pas eu de taux d'augmentation de contamination du Covid-19 alors qu'ils étaient confinés hier et il y avait des morts. Non, mais tout à l'heure, j'ai causé avec mon frère qui est aux États-Unis qui m'a dit que les activités reprennent déjà. Mais je dis, Covid-19, on a ouvert New York, ne vous inquiétez pas. On a ouvert New York qui est la capitale économique. Mais subitement, la vie a repris un cours normal aux États-Unis. Oui. Subitement. À cause d'une émeute. Donc, il y a une tromperie sur la marchandise. Non. Oui, mais monsieur, il y a une tromperie. On va me donner l'occasion de parler. Nous pensons aujourd'hui qu'il ne faut pas se leurrer. Covid-19 est une maladie fabriquée dans les laboratoires. C'est clair. Et c'est une bombe bactériologique où on injecte à qui on veut. Ça, il faut se le dire clairement. Parce qu'on a vu en Italie ceux qui mouraient. On a vu en France ceux qui mouraient. Vous comprenez un peu? Et la plupart... Et aux États-Unis, ceux qui mouraient, 93% des personnes, vous le savez d'ailleurs, sont des Noirs. Des Noirs. Qui meurent aux Donc il y a États-Unis. un programme d'élimination des personnes. Non, il y a une explication scientifique à tout Non, monsieur. Non, monsieur. On va revenir avec vous. Et en Europe, ce ne sont que des hommes qui ont des Un certain âge. coûtent cher inutilement aux États. Oui, donc vous Messieurs, comprenez revenons que sur le sujet. nous revenons sur notre Oui, sujet. revenez Donc sur ça le veut sujet. dire quoi? Monsieur Tshisekedi, enfant de Dieu né de nouveau. Monsieur Nkurunziza, enfant de Dieu né de nouveau. Bon, donc c'est deux personnalités qui ne cadrent pas avec la logique mystique. Vous comprenez un peu? De l'ordre mondial est établi. Donc il faut les dégager du territoire. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Nkurunziza a posé cet acte pour leur dire que mais non. Et la preuve en est qu'il y a eu le taux de contamination au Burundi? Disons-nous la vérité. Est-ce qu'il y a eu Covid-19 comme c'est dans d'autres pays, même dans notre propre pays, le Cameroun, comme les chiffres sont truqués, comme les chiffres sont vendus maintenant, ton père meurt d'insuffisance rénale ou bien de ceci, c'est Covid-19. Même si quelqu'un s'est suicidé, on va dire coronavirus. Mais écoutez, arrêtez ce mensonge, monsieur Ndom. Nous pensons aujourd'hui que... Qui a non, dit ça. il supporte ces gens pour dire que nous, les hommes de foi, nous les hommes de foi, nous ne devons... Patient Parfait d'homme, je reprends les termes de Patient Parfait d'homme pour que on revienne dans le débat. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est pas lui qui dit Est-ce que je vais le louper? C'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Allons-y, revenons sur le sujet. C'est une façon de dire. Oui. Monsieur Nkurunziza a sûrement commis des fautes. Mais nous pensons aujourd'hui que Nkurunziza était dans une bonne direction, c'est-à-dire de nationaliser, de signer des contrats avec qui il veut et comme il veut. Parce que le problème, l'un des problèmes majeurs, vous savez que c'est dans le domaine du transport, que ça soit passer par le Burundi est le chemin le plus court pour certaines affaires. Mais il a fermé son pays. Il a dit ça ne peut pas passer par ici. Vous savez que le trafic d'armes pour alimenter justement le Congo, pour alimenter justement le Rwanda, le Rwanda, le chemin le plus court, c'est le Burundi. Il a dit, mais non, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est sûr qu'il, en tant que militaire, sûrement avait demandé peut-être une grosse commission ou bien quelque chose. Mais il dit, et il a toujours dit, le Burundi ne sera pas une base arrière pour les déstabilisations des États, que ce soit le Rwanda, que ce soit... Les États du Grand Lac. Malgré que Kagame ne cessait d'accuser le Burundi d'être... de jouer le mauvais jeu. Et le Burundi aussi le rappelait toujours à Kagame que mais, tout le mauvais jeu que tu joues dans la région des Grands Lacs, on est connu autour de tout le monde. Tout le monde sait que, comme l'a expliqué tout à l'heure Béni Christ, c'est un espion. Monsieur Kagame n'a jamais été un panafricaniste. C'est quelqu'un qui est là au service de l'impérialisme, au service des réseaux américains et tout le reste. Donc, aujourd'hui, quand nous regardons la mort de Nkurunziza, nous ne pouvons que établir clairement que c'est un assassinat. Ça, c'est une élimination. Moi, je ne vais pas passer par 4 mots. On a éliminé. Et d'ailleurs, vous avez expliqué. Déjà parce que c'est lui qui a voulu ça ainsi? Non, pas parce que c'est lui qui a voulu cela ici. Vous savez, vous pouvez tellement aimer votre pays, et qu'aujourd'hui, il faut également savoir partir. Justement, il faut savoir partir également. Mais je crois que les signaux étaient déjà là pour qu'ils comprennent que
certains ne veulent plus de lui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les réseaux, parce que c'est la même chose, et Benny Chris l'a très bien expliqué avec le cas du Zimbabwe. Ces généraux, vous savez qu'ils venaient d'essuyer d'un coup d'État. Et un coup d'État ne se fait pas, ce n'est pas une imagination d'un seul individu. Ça veut dire qu'il y a un collège, ça veut dire qu'il y a les services de renseignement sont même au courant de ce qui se prépare. Donc, il était le seul, peut-être, était encore naïf de croire que tout son entourage était encore avec lui. Heureusement, lui-même Mais ça avait parce déjà... qu'il présentait déjà sa femme comme étant son dauphin. Non. Je pense que le président Nkurunziza avait une logique. Il voulait être là. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester toujours aux commandes, malgré qu'il n'était plus président de la République. Donc, en fait, il voulait établir une royauté au Burundi. Donc, il peut avoir un premier ministre comme en Angleterre. Ce n'est pas une mauvaise chose. En Angleterre, ça se passe comme ça. Vous comprenez un peu. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas... Donc, qui va nous dire que c'est une mauvaise chose. En Angleterre, il y a une reine qui est là, Avina Aeternam, et il y a un premier ministre qui gère. Donc, on pouvait avoir le guide suprême du Burundi, et avoir un président, un président de la République. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Parce que, en fait, à un moment donné, on a l'impression que les Africains, sur le continent africain, il n'y a pas une réelle politique de remplacement. Prenons le cas, par exemple, avec la Russie, avec Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Un est devenu président, l'autre est devenu son premier ministre. Plus tard, l'autre est devenu président et l'autre est devenu premier ministre. Quand même, quand ça arrive sur le continent africain, on trouve que c'est une banalité. D'abord, écoutez, nous sommes en Afrique, nous sommes face à des jeunes États qui sont le fruit, il faut le dire, de la décision de la conférence de Berlin, si on peut le dire ainsi, et qui ont charcuté nos États au point de faire de nos États, en réalité, des États qui n'ont aucune homogénéité sur le point de vue à la fois anthropologique et culturel. Bon, ça on peut bien le comprendre. Tout à l'heure, Benny Chris revenait sur la constitution de ce Tutsi-land, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas dans la Grand Lac. J'ai été en Angola, j'ai échangé avec des experts sur cette question-là. Parce que quand on regarde ce qui se passe entre le Rwanda et le Burundi, si on peut revenir brièvement sur c'est deux pays frères d'ailleurs. Hein. En réalité, c'est presque la même communauté que vous retrouvez dans l'un pays dans l'autre. Ou dans l'autre. Alors, vous avez les Tutsis qui sont minoritaires et au Rwanda et au Burundi, mais qui ont reçu le forcing de prendre le pouvoir au Rwanda. Malheureusement, au Burundi, c'est toujours les Hutus qui sont au pouvoir. Mais les Hutus, les Tutsis s'estiment un peu lésés depuis le temps de la colonisation. Je vous dis d'abord que le concept Hutu Tutsi a été créé de toutes pièces par la colonisation belge. Oui. Par la colonisation belge. Il ne faut pas l'oublier. Les Tutsis, on en trouve en Éthiopie, au Rwanda, au Burundi, à Aïe de Congo, en Ouganda, au Soudan. Peut-être que je n'ai pas été exhaustif. Pourquoi? Ces gens se disent, nous ne pouvons pas être dans tous ces différents pays, être mis en minorité de la manière la plus violente. Mais en RDC, c'est après vous voyez. Donc, 1960. à partir de ce moment-là, oui, avec les Balamouyengue et tout ça. Les Balamouyengue ne sont pas originaires du Congo. Mais bien sûr, je dis qu'il y a donc un exode, n'est-ce pas, des peuples. On se comprend. Bon, voilà. Ils disent on ne peut pas. Donc, il faut qu'on trouve une manière d'avoir une autonomie qui correspond à notre ethnie. Donc, tu vois bien que diviser pour mieux régner, au point de vue de la philosophie. Donc, ça peut s'expliquer qu'il y a cette volonté peut-être de Kagame de vouloir le faire. Mais ça va être très difficile parce que nos États sont ce qu'ils sont. Et que sur le plan culturel, on avance. S'il y a des mariages ethniques, si on peut les appeler comme ça, qui sont en train de construire de nouvelles nations, qui ne respectent plus le code échevelé de fait que je suis Bassa, Betty, quoi que ce soit. En fait, nous allons vers la formation de véritables États, de véritables nations africaines. Oui. Mais passons, ce n'est pas ça que... Pour le cas de Mugabe, non, il faut être sérieux. Cette affaire de dire que les généraux ont signé des contrats qui vont remettre aux Occidentaux, vous voyez ce qui arrive à Nangagwa. Le Zimbabwe est toujours sous sanction. Pourquoi? Parce que Nangagwa, justement, reste dans la digne pur dure de son père. Voilà, donc c'est ça, c'est une fabrication de Mugabe, vous savez très bien. Il se retrouve en prison et c'est Mugabe qui lui donne qui lui met le pied à l'étrier sur le plan politique. Donc Nangagwa n'est pas un homme de l'Occident, contrairement à ce qu'on peut être tenté de penser. Non, pas du tout. La preuve, les Zimbabwe subit toujours. Actuellement, la monnaie a tellement dépéri. Les sanctions, pas possible. On ne sait même pas la ligne du parti. On ne sait même. Oui, du parti, c'est le parti qui a compris à un moment donné que Mme Grace Mugabe
en faisait trop. C'est le jeune secrétaire qui était arrivé là, au moment où... On l'a présenté comme étant la dauphine du chef de l'État Mugabe. Mais plus qui grave, voulait faire elle-même, elle s'est dit, Mr. President, give me your job. Mais les gars ont dit, attention, on n'a pas fait la révolution pour que ça ne m'a fait de famille. Quoi? Bon, mais c'est ce qui se passe au Burundi. Donc, au Burundi, puisque Franco tout à l'heure, il parle bon, des États-Unis, une seconde. Toutes les maladies, tous les virus ont un cycle de vie. Il y a des moments où ça commence, la courbe monte, atteint un pic, et puis il y a une décroissance. C'est pour ça que dans la maladie, on avait mis 3 étapes. On avait dit, attention, il y aura l'étape de contamination à basse échelle. Après, on va passer à l'étape orange, ça va appeler contamination communautaire. Après, peut-être l'étape vert où la maladie va flamber. Mais à un moment donné, à cause je ne sais pas, la science ne peut même pas encore expliquer ça correctement, mais il y a une décroissance, n'est-ce pas, de contamination. Ça, c'est ce qu'ils disent toujours. Et la science, c'est toujours eux cette science-là, qui le font savoir d'ailleurs sur le continent africain. Arrêtez de faire le marchandage du programme de l'OMS. Ce n'est pas spécifique ça, au coronavirus. C'est un marchandage. C'est spécifique à toutes les maladies. Donc, c'est une donnée scientifique, qui peut être vérifiable. Ce n'est pas un truc qui sort de la... Dieu est le premier scientifique. Premièrement. Deuxièmement, je dis et j'insiste. Dieu est le premier scientifique. André Kisafanga laissé, Pacha Parfait de terminer. Tout à l'heure, on nous a parlé de Tshisekedi, mais Tshisekedi est bon again peut-être. Mais il y a aussi Tshisekedi devant les grands sorciers, avec des cornes, des buffles et des trucs sur la tête. Tu as vu, avant qu'il ne prenne le pouvoir. Ça, c'est fait. Donc, c'est un type plus ou moins hybride qui a le jour sur les bonnes gaines et la nuit, il rentre chez ses ancêtres. On ne sait pas qui la façon même dont il est parvenu au pouvoir voilà. est floue. Donc, tout est flou là, chez ces gens-là. Je dis et je répète à mes frères qu'il y a une tendance de plus en plus de certains intellectuels et hommes de médias africains et camerounais précisément de rejeter la science. C'est une erreur. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. La science occidentale. Il n'y a pas de science occidentale. La science, c'est la science. 1 plus 1 égale 2. Cela est valable dans toutes les cultures. C'est pas les mathématiques de Dieu, ça. Écoutez, cette affaire de Dieu là, il faut, et là aussi il faut qu'on fasse attention. Oui. Voilà. Oui, non, il faut qu'on Messieurs, on a un sujet. On a un sujet. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. C'est le Kourouziza. Oui, mais j'en viens, parce que ce nouveau bon africain, bon again africain, il commence à nous casser les couilles, excusez-moi le terme. Ton Dieu, le Dieu de ton arrière-grand-grand-parent n'était pas le Jésus. Alors, mais on ne peut pas rester Jésus aujourd'hui parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Il faut qu'on prenne, là où nous sommes aujourd'hui, sur le point de vue de la spiritualité, ce qui est positif et que nous puissions avancer. Mais ne nous ramenez pas, attendez, monsieur, avec notre spiritualité africaine, on a produit quel résultat? Une seconde, monsieur, tu es vivant. Tu es vivant, c'est le résultat. Le fait que tu sois vivant, tu serais mort depuis. Puisque cette spiritualité, tu la niques, il n'y a rien là-dedans. Donc moi je ne suis pas dans cette disposition d'esprit. Je dis c'est votre droit le plus absolu. Voilà, il faut qu'on fasse attention. La science, c'est la chose que nous devons domestiquer. On a vu, pendant cette crise de coronavirus, le génie des Africains, des jeunes Camerounais, ils ont proposé des solutions scientifiques pour nous aider, n'est-ce pas, à stopper ou bien à ralentir la propagation de cette maladie. C'est le génie. On a vu comment le cerveau des jeunes Africains a parlé, a tonné, n'est-ce pas, de toute sa splendeur. Il faut que nous insistons à dire aux enfants, allez domestiquer la science. Il faut qu'on domestique la science. Si nous ne domestiquons pas la science, nous allons rentrer dans les rêveries d'une Égypte antique ou bien des vaudous de Bénin. Donc, on continue de voir qu'aujourd'hui, sans l'apport de la science, ils n'iront pas très loin. Donc, ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe, et je l'ai dit, Bénédicte a insisté, c'est la gestion du pouvoir. Vous êtes au pouvoir pendant un temps déterminé. Alors, vous me dites que Nkurunziza a été empoisonné peut-être par son entourage. Ça veut dire qu'il avait déjà un problème avec son propre entourage, qui n'est rien d'autre que les gens de son propre parti politique. Tout le monde est d'accord avec vous. Les gens de son propre parti politique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, quelqu'un qui a réussi, ce n'est pas quelqu'un qui reste éternellement. C'est celui qui s'est passé le témoin pour que son œuvre continue. Et c'est ce qu'il faut dire à nos dirigeants. Mais vous êtes d'accord? Nos dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, c'est un problème. Ceux qui partent sans partir, ce n'est pas seulement le cas de Ouattara, parce que quand c'est le cas de Ouattara, tu t'en donnes à cœur joie. Mais il faut aussi t'en donner à cœur joie quand certains qui ne sont pas Ouattara, mais qui sont sur notre continent, font exactement la même chose. Il faut être cohérent, mon cher Christelle. Sinon, on va penser que c'est un harcèlement
n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom contre certains présidents, chefs d'État africains. Donc moi je pense que ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, qu'on le prenne de n'importe quel côté qu'on veut bien, c'est un problème, qui concerne le fait que quand nous sommes face à un phénomène nouveau, c'est un dicton qui dit que quand l'absurdité commence à vous tuer, il faut vous occuper de l'absurdité. Quand nous sommes donc face à cette difficulté, excusez-moi une seconde, il faut que vraiment... Bon, quand il s'agit de l'Occident, à un moment donné, ce n'est pas l'absurdité. Je vous rappelle que Vladimir Poutine, jusqu'à preuve de contraire, a allongé la Constitution. Il est encore au pouvoir jusqu'en 2035. Oui. Sur le plan géopolitique, ça peut s'expliquer. Mais pas en Afrique. Quand c'est l'Afrique, ce n'est pas normal. La Russie, je n'ai pas fini. Laissez-moi. Tu m'as posé une question. Je vous pose la question. Oui. La Russie n'est pas le fruit des accords des gens qui sont assis à Berlin en 1884. Ils ont dit que moi, je prends le Cameroun, toi, tu prends. Attention. Ce n'est pas ça la Russie. La Russie, c'est un peuple qui a une histoire, qui a une culture et qui a eu à avoir un empire qu'on appelait ça, on peut l'appeler ainsi, l'Union soviétique, qui a été morcelé après la chute du mur de Berlin. Oui. Il y avait donc une volonté de revanche de la part des patriotes russes de dire il faut qu'on redonne de la splendeur à notre pays. Et on a vu que quand Poutine est arrivé, c'était une fabrication justement des nationalistes russes qui étaient dans les services de renseignement et d'autres organisations de la société russe. Ils ont dit il nous faut quelqu'un qui a la poigne, qui va nous permettre de relever le visage de la Russie dans le monde. Et avec Poutine, l'ont eu. Sauf que quand Poutine a eu le jeune Medvedev, il a essayé de débriefer et puis bon, il lui a cédé le pouvoir. Il a dit, il faut que fasse attention, je crois que c'est eux qui ont décidé ça. Mais c'est le problème, hein, à la limite. C'est sur Medvedev qu'on va tuer Kadhafi. Ne l'oubliez pas. C'est sur Medvedev que Gbagbo sera bombardé. Ne l'oubliez pas. Ok? Vous avez vu le retour de Poutine? La Syrie. Sans Poutine, il n'y aurait plus de Syrie aujourd'hui. Bachar ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut savoir lire, n'est-ce pas, la dimension géostratégique de certains États. Mais nous, en Afrique, nous sommes des petits États en construction qui ont subi 5 siècles d'esclavage. Qui ont également une culture. Un siècle de colonisation. Oui, mais notre culture, justement, venons-en. Notre culture, venons-en. Ce n'est pas une culture où quand quelqu'un arrive par les armes... On va finalement faire l'émission seul. Non, quand par les armes au pouvoir, s'impose à son peuple ad vitam aeternam. Comme Mobutu a essayé de le faire. Il faut savoir passer le témoin, surtout aux gens avec qui tu es arrivé au pouvoir et que tu as construit le Burundi dont tu rêves. Cette affaire de nos chefs d'État qui veut jouer, qui veut être des monarques, des rois, à la place des rois, c'est un problème. Alors, mais quand en Angleterre, il y a une religion, je m'en fous de l'Angleterre, je te parle du Burundi et de l'Afrique. Ne me parle pas de l'Angleterre. On va revenir Nous sommes dans deux réalités différentes. On va revenir avec vous dans un instant. C'est deux cultures différentes. Je vais dire bonjour au docteur Issoumba, qui est là ce matin, enseignant de droit. Bonjour, bienvenue à vous, docteur. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS, bonjour à vous et bonjour aux autres copanélistes avec moi sur ce plateau. Justement, moi j'ai besoin de vous poser une question, vous, en tant qu'homme de droit. C'est quoi un coup d'État ? Oui, un coup d'État, c'est un coup porté à la démocratie. C'est-à-dire un coup d'État, c'est une manifestation des gens organisés pour mettre en place une structure de destruction des institutions de l'État. C'est-à-dire que le coup d'État est généralement attribué aux militaires, c'est-à-dire aux républicains, c'est-à-dire à l'armée républicaine, pour justement mettre en place, mettre de côté le régime qui est en place et prendre le pouvoir, l'exercer dans le but justement de le transférer aux civils. Parce que si nous prenons notre régime politique, nous sommes un régime civil. Donc même si aujourd'hui on a fait un coup d'État, il faudrait songer à le passer aux civils parce que les militaires ne sont pas censés diriger le sommet de l'État. Jusqu'à preuve de contraire, est-ce que parfois dans les coups d'État, certains qui font souvent les coups d'État, est-ce que ça permet parfois de développer un pays, de changer carrément de paradigme? Ce qu'il veut pouvoir indiquer, c'est que l'armée aujourd'hui doit se comporter comme une armée républicaine. C'est-à-dire que quand il y a un coup d'État, cela veut dire que la dictature en place est remplacée par des mécanismes institutionnels. C'est-à-dire que le coup d'État, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que ça rompt le principe de la démocratie qui voudrait que celui qui soit à la tête du pouvoir de l'État puisse être élu. C'est-à-dire que passe par la dévolution du pouvoir à travers le peuple. Mais le coup d'État, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, rompt dans le principe de la démocratie. Et parfois, c'est une très bonne chose si les militaires ont l'esprit républicain. Ils estiment qu'après avoir fait le coup d'État, il faut restituer le pouvoir aux civils.
Est-ce qu'un coup d'État peut passer par un empoisonnement par exemple? Mais bien entendu, le coup d'État est stratégique. Parfois, c'est de pure opportunité. C'est-à-dire que si on n'arrive à passer forcément par les armes, on peut utiliser d'autres moyens, un peu comme l'empoisonnement que vous évoquez. Messieurs, vous êtes également au courant de la mort de Pierre Nkurunziza depuis le lundi dernier. Bien entendu. Votre réaction là-dessus? Très bon footballeur. Je l'ai vu jouer au ballon et j'ai essayé de voir. Il joue au ballon, mais il y a un certain nombre de règles qui sont posées. Il doit marquer le but. S'il ne marque pas le but, vous allez jouer pendant 2 jours. Et si intense, vous lui touchez le pied? Ouais, alors là, si vous faites un tacle irrégulier, d'ailleurs, quand il a le ballon, l'adversaire doit se mettre à moins d'1 mètre. C'était ça le principe. Quand il a le ballon, l'adversaire fuit. Et il doit automatiquement marquer et systématiquement marquer. Sinon, vous allez jouer pendant 5 jours. Messieurs, on va revenir sur le sujet de Pierre Nkurunziza. C'est juste pour essayer de détendre l'atmosphère. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. D'accord, ok. Mais je pense que c'était à moi de parler, hein, parce que la table est circulaire. Hein. La table est circulaire. Il doit absolument me répondre. Je ne veux pas répondre à Parfait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le monde est dans une phase qu'il faut le comprendre. Et si vous n'avez pas les yeux et les oreilles spirituelles pour le comprendre, vous serez déphasé. Déphasé pourquoi? Parce que quand l'Union européenne a un projet actuellement, c'est de faire le forcing de l'homosexualité dans le monde actuellement. L'Union européenne a reçu des financements. Aujourd'hui, on va vous imposer l'homosexualité. C'est-à-dire les hommes doivent se marier dans tous les États du monde. C'est-à-dire de tous ceux qui ont, par exemple, l'Union africaine qui est financée à 72% par l'Union européenne. On va imposer à tous les États de l'Union africaine, monsieur, vous légalisez l'homosexualité. Donc, vous comprenez que les gens sont dans leur logique de propagation de leur virus. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un virus satanique. L'homosexualité est un virus satanique. Donc, si on ne prend pas position, si vous n'avez pas les yeux pour voir ça, vous allez continuer à vous dire, non, la science, n'est-ce pas? L'Europe nous dit que c'est de la science, c'est-à-dire l'homme est libre, l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Nous pensons aujourd'hui que le monde, notre Afrique, avec la mort de Nkurunziza, quand ça se passe ailleurs, c'est la démocratie. Monsieur Bill Clinton a été président des États-Unis, sa femme a été secrétaire d'État et candidate à l'élection présidentielle. Elle était même presque à la porte de la Maison Blanche. Ça n'a pas causé de problème au monde entier. C'est-à-dire, là, le pouvoir n'était pas sexuellement transmissible. Mais quand c'est en Afrique, on dit que non, c'est sexuellement transmissible. C'est-à-dire, un président ne peut pas déléguer le pouvoir à sa femme. Vous comprenez un peu? Mais quand c'est Bill Clinton, les Américains, c'est bon, c'est une bonne chose. Quand nous venons encore, quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez en France, Monsieur Hollande, ex-époux de Ségolène Royal. Ségolène Royal, ils ont 4 enfants. Hein. Oui, donc, mais ils sont pas mariés officiellement. Ça, écoutez, accompagnés, disons qu'une compagne. Elle a été candidate à l'élection présidentielle en France. Le mari a été chef d'État et la dame a été candidate jusqu'à être en pole position. PS, oui. Donc, en pole position. Ça n'a pas causé de problème. Vous comprenez un peu. Quand M. François Hollande est de Corrèze, je crois bien, et Jean Chirac est aussi de Corrèze. Donc, ils sortent de la même... du même village. Ça ne cause pas de problème. C'est-à-dire, un fils du village prend et l'autre aussi vient reprendre. Ce n'est pas un problème. Mais quand ça arrive en Afrique, on dit non. Quand Kadhafi a dit « Je ne suis pas président, je suis guide suprême de la révolution », c'est-à-dire une affaire qui ne concerne pas de démocratie, ça a causé de tourner. Pourquoi en Angleterre, il y a une reine Avina Aeternam? Ça ne cause pas de problème au monde entier. Mais quand ça arrive chez nous, c'est un problème. Quand Bokassa s'est autoproclamé empereur, on a dit qu'il mange maintenant la chair humaine. C'est des mélanges pas possibles. Non, bon, on va revenir avec vous. Revenons sur le sujet. Donc, je chute en disant simplement une chose, n'est-ce pas? Oui. Quand certaines choses se passent en Afrique, on dit ce n'est pas de la démocratie. Mais quand la même chose se passe en Europe, on dit c'est la démocratie. Donc Nkurunziza, aujourd'hui, meurt parce que simplement, il a voulu partir sans parti. Et bon, effectivement, il y a un peu de mélange, parce que quand on parle de l'évolution du pouvoir, c'est un programme politique établi avec des règles de jeu, par exemple une élection au cours de laquelle le peuple doit se prononcer. Oui. Mais quand il faut imposer un candidat, ça, ce n'est plus la démocratie. Donc la contradiction qui se pose ici, c'est un problème... La démocratie selon l'Occident. Selon l'Occident.
Non, la démocratie dans ses Selon principes. Non, selon l'Occident. Mon Selon ami, l'Afrique, la démocratie, c'est quoi? Laissez-moi finir. Il ne faut pas oublier, j'ai fait ces débats avec des panafricanistes qui pensaient que la démocratie africaine existait. Dit, monsieur, ne vous trompez pas, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. C'est une invention occidentale. Que vous le voulez ou non, si vous voulez vous en approprier, commencez d'abord par accepter que ce système est né et conçu par des Grecs, donc par des Occidentaux. Ça, c'est un faux débat. Revenons au sujet. Monsieur Nkurunziza, comme je le disais tout à l'heure, a eu des aveux avec les gens qui l'ont porté au pouvoir. Souvenez-vous qu'il était un simple professeur d'éducation physique, hein, avant qu'il ne soit porté à la tête de la rébellion Hutu, dans le maquis. Ce sont des généraux qui l'ont mis là. Donc il y a eu des clauses qui ont été établies, selon lesquelles, après un certain nombre de mandats, il faut transférer les pouvoirs. C'est la même chose qui a mené Kabila à la mort, hein, parce qu'il n'a pas respecté les clauses qui ont été établies dans leur maquis quand ils ont planifié la chute de Mobutu. En fait, pour eux, ils ont planifié, mais en réalité, ils ont juste implémenté un projet impérialiste qui venait de Washington. Qu'il faut renverser Mobutu, il devenait gênant parce que Mobutu commençait à nationaliser toutes les compagnies qui existaient. Donc l'État devait avoir un droit de regard, et plus il avait un droit de regard, plus il comprenait les manigances des Occidentaux, comment ils manipulent l'Afrique, comment ils font tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Paradoxalement, ayant compris tout cela, lui-même s'est versé dans la gabégie et n'a pas développé un système qui pouvait aider les Congos à se mettre debout. Donc c'est ça un peu le drame du roi nègre. C'est la même chose au Zimbabwe, comme je le disais. Mugabe, à un certain moment, a compris qu'il ne fallait plus léguer les pouvoirs à ses généraux, il fallait imposer sa femme. C'est ce que Nkurunziza a fait. Nkurunziza voulait imposer Pascal Rwabenda, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse implémenter un autre projet politique d'ouverture, parce qu'il n'était pas militaire. Et cela n'a pas plu aux généraux qui l'ont porté au pouvoir, qui certainement ont planifié son départ. On va également oublier que son remplaçant, c'est un général, le général Darishimiye, qui n'était pas le choix premier de Nkurunziza. Parce que quand ils ont fait les réunions du parti, Nkurunziza, le président, a choisi le président de l'Assemblée nationale, un civil, pour le remplacer, pour être candidat du parti. Donc Nkurunziza lui-même avait déjà des élans d'ouverture. Parce qu'il voyait il avait une certaine projection. Il sentait qu'avec cette politique qu'ils ont menée depuis 15 ans, ça pouvait que de plus en plus, n'est-ce pas, réduire les Burundis à un état éloigné du reste du monde. Il fallait quand même ouvrir un peu le jeu. Il fallait à un moment donné laisser comme les Burundais respirer. Parce qu'avec 300 000 Burundais en exil, avec 400 000 Burundais en exil, avec beaucoup de Burundais qui sont à l'intérieur du pays, peinent à manifester. Tous les opposants, pratiquement les activistes, sont chassés du pays. Donc il y avait quand même une main de fer dans l'exercice. Et il sentait que ça, ce n'était pas à long terme pour le bien de ces pays. Et donc pour chuter, j'allais dire ici tout à l'heure, à Parfait Ndombe et à Ndefanga, il ne faut pas oublier ceci. L'histoire, moi je crois que l'histoire suit une courbe cyclique. L'histoire est partie, paradoxalement, ce que les Occidentaux veulent nous faire croire, l'histoire est partie de l'Afrique. Parce que c'est l'Égypte antique qui conçoit et qui lègue à l'humanité la première forme de gouvernance sociétale. C'est l'Égypte. Nous en avons avec les merveilles que nous en avons. Après l'Égypte, il y a aucun peuple qui a régné aussi longtemps que l'Égypte antique. Parce que l'Égypte antique avait un certain nombre de valeurs humanitaires, humanistes, qui ont perduré leur pouvoir, qui ont fait perdurer leur pouvoir dans les temps que l'Occident aujourd'hui ne tient plus en compte, par exemple. Parce que ces pouvoirs-là avaient un soubassement spirituel. Que le terme approprié, c'est la cosmogonie. Mais c'est clair, c'est de la spiritualité à la base. Donc, aucun pouvoir politique ne peut exister ni s'exercer dans une cité sans un soubassement spirituel. Ça n'existe pas. Parce qu'un pouvoir d'État, c'est un trait d'union entre le vivant et les morts. Et là, c'est automatiquement une dévolution spirituelle. Je vous donne l'exemple. Quand vous naissez, on vous donne un acte de naissance. Quand vous mourrez, on vous donne un acte de décès. Ça veut dire qu'on continue de vous gouverner même dans la tombe. Donc ça, c'est le paradoxe de la politique. Enfin, excusez-moi, moi j'ai fait la science politique. Hein. Donc pour chuter, Steve, je disais que cette histoire qui est partie de l'Afrique a été récupérée par l'Orient, avec les empires comme la Syrie, le Médo-Perse, etc., la Babylonie. L'histoire continuait et partie en Europe avec la Grèce, la Rome, etc., etc. Mais paradoxalement,
avec les projections des géopoliticiens occidentaux, ils savent que l'histoire est cyclique et forcément, avec le déclin des États-Unis d'Amérique, l'histoire va se réécrire en Afrique. Ne prenez pas les Lumumba comme des aventuriers quand ils vous disent que l'histoire de demain ne sera pas écrite à Washington, ni à Paris, ni à Bruxelles, sera écrite en Afrique et par les Africains. Ça, c'est des vérités tangibles de l'histoire. Donc, ces gens-là sont dans un programme de décimation de Noirs. C'est approuvé et attesté avec les programmes de Carnegie aux États-Unis, l'eugénisme pour décimer la population noire. Ne prenez pas au hasard le fait que le coronavirus touche de plus en plus les Noirs. Nous partageons tous le même plage. Nous partageons tous la même réalité. Comment vous pouvez me dire que seulement la race noire soit plus touchée? Allons-y avec scientifiquement, c'est impossible. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Dr Issoumba. Dr Issoumba, c'est quoi concrètement la démocratie? Parce que moi, j'ai bien besoin de savoir. C'est Abraham Lincoln qui disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est une définition qui n'est plus d'actualité. La démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement exercé par la majorité sous le contrôle de l'opposition avec l'arbitrage du peuple. Voilà aujourd'hui la définition actualisée de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est quoi? C'est un gouvernement qui est majoritaire, qui dirige, sous le contrôle de l'opposition, qui peut être structurel ou conjoncturel, et maintenant sous l'arbitrage du peuple. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que puisque le peuple est l'émanation du pouvoir, c'est le peuple qui va, au dernier moment, lorsque la majorité va se jouer contre l'opposition, c'est le peuple qui va déterminer pour voir s'il faut reconduire les dirigeants qui étaient en place ou alors procéder à leur changement. Donc c'est la raison pour laquelle la démocratie a ceci de particulier que elle permet, lorsqu'elle est mise en œuvre, de mettre en branle l'élection. Et l'élection a 3 missions. C'est-à-dire que d'abord changer les dirigeants en place, ça c'est la première. Maintenant, assurer la stabilité de l'État, parce que l'élection permet d'assurer la stabilité de l'État. Et aussi, enfin, l'élection permet de sanctionner les dirigeants dès lors qu'ils n'ont pas pu accorder ou apporter au peuple les résultats escomptés. Donc voilà ce qu'on peut dire de la démocratie. Donc on dit généralement que la démocratie c'est la majorité, mais sous le contrôle de l'opposition, afin que le pouvoir, ou du moins le peuple, qui regarde le jeu démocratique entre les gouvernants et l'opposition, puisse donc au moment venu choisir quels sont les meilleurs dirigeants qu'il voudrait bien Mais avoir. il faut souligner que c'est le plus mauvais des systèmes qui existent sur la Terre. Pardonnez-moi, est-ce que l'Afrique... C'est le plus pire. Béni, vous n'avez pas la parole. Docteur, est-ce que l'Afrique peut forcément avoir une autre forme de démocratie? Ce serait un peu compliqué. Je voudrais revenir un peu très simplement sur la nature de notre régime politique. Vous savez que nous, les doctrinaires, nous avons pris 2 jours à se poser la question de savoir quelle est la nature du régime politique camerounais. On est parti que c'était un régime parlementaire parce qu'il y a les mécanismes de dissolution et d'engagement à la responsabilité politique. On est parti que c'est un régime présidentiel parce que nous voyons que le président est politiquement irresponsable et il est presque à la fois chef du gouvernement et chef de l'État, parce qu'on voit que le Premier ministre est mais théoriquement chef du gouvernement, parce que c'est le président de la République qui le nomme et qui nomme les autres ministres. Voilà. Et maintenant, on peut estimer que le régime politique camerounais est un régime présidentialiste, parce qu'en réalité, tous les pouvoirs de l'exécutif sont concentrés entre les mains du président, et même, il a une influence notable sur les autres organes de l'État. Par exemple, dans ses rapports avec le législatif, il nomme 30 sénateurs. Il convoque les sessions extraordinaires. L'ordre du jour est fixé par lui. Vous voyez qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Maintenant, dans ses rapports avec l'exécutif, il nomme et révoque les magistrats. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est fort. Il y a une concentration. Nous sommes dans une logique présidentialiste, c'est-à-dire que extrême exagération et concentration des pouvoirs entre les mains du président. Nous sommes aussi dans un régime démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a une constance des élections qui permettent d'avoir une rotation des dirigeants politiques. Peut-être seulement sauf à la tête de l'État, où, bien entendu, nous sommes toujours dans une logique de transition démocratique et non d'alternance démocratique. Maintenant, nous sommes aussi dans un régime gérontocratique. C'est démontré, nous sommes gérés par les vieux. Le président de la République, 86 ans. Le président de l'Assemblée nationale, 85 ans. Le président du Sénat, 86 ans. Donc vous comprenez qu'on peut aussi dire que nous sommes dans un régime gérontocratique parce que seuls les vieux gouvernent l'État du Cameroun. Ça veut donc dire quoi finalement?
La démocratie, c'est une importation. On estime que c'est une importation. Et qui vient de l'extérieur, qui vient de l'Occident. Mais c'est toujours discutable parce que quand vous suivez un certain nombre de doctrinaires, on va vous dire que non. Si il y a un continent qui peut apprendre aux autres ce que c'est la rotation à la tête de l'État, c'est bien l'Afrique. Parce qu'il a pris l'exemple tout à l'heure de l'Égypte. C'est-à-dire que les mécanismes, quand vous prenez l'Empire d'Ottoman, vous vous rendez compte que en 1715, l'Empire ottoman avait déjà le Sundiata Keïta, je crois. La première constitution du Voilà, avait déjà posé les balises des droits de l'homme. Mandingue, c'est justement... Voilà, avait déjà posé les balises, justement, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la protection de l'homme. En 1715, la première constitution du monde. Ainsi que c'est bien. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Messieurs, pour terminer, je vais vous laisser la parole en quelques secondes, chacun aura 1 minute. Parce que le temps nous est parti. Bon, Passez pour vous 1 minute maximum. J'ai été juste 1 minute. Non, je ne pourrais pas intervenir dans le fond. Ouais. Je vais corriger. Je vais corriger. Ce que Benix venait de dire. Oui, le corona a été programmé pour tuer les Noirs, c'est faux. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, pourquoi aux États-Unis il n'y a que les Noirs qui meurent? C'est faux. Mais pourquoi ils meurent? Ça s'explique. Pourquoi? Le corona... vous êtes un agent commercial de l'OMS, monsieur. L'un des mots de propagation, c'est le contact, vous savez. C'est le contact. Or, la plupart des Noirs, ils font quoi? Ils sont dans les services. Il ne faut pas l'oublier, ils sont les chauffeurs de taxi, c'est eux qui font des petits boulots, ils vont donner de courir de gauche à droite, donc ils sont dans le contact. Premièrement. Deuxièmement, la stratification de la société américaine avec le fait que, en réalité, c'est les happy few qui ont l'essentiel de l'économie, dont les richesses sont beaucoup plus reportées vers la majorité blanche que la communauté noire. Donc, ils font partie de ceux qui sont en bas de l'échelle. Conséquence, ils ont toutes les maladies qui s'accompagnent de morbidité, etc. Ils sont dans des zones de population, n'est-ce pas, de la strate inférieure, dont ils n'ont pas assez de ressources à la fois sur le muscle de le patrimoine pour se soigner. Ils sont dans la malbouffe, c'est eux qui mangent dans les McDo avec toutes les conneries qu'on connaît. Donc il y a ça. Et en France et en Italie, pourquoi ce ne sont pas les Noirs qui meurent en plus? Non, je sens Messieurs, on va terminer. Pas des Noirs, je voulais l'expliquer pour dire que c'est une... comment dire ça? C'est une partie de la population américaine, n'est-ce pas? Une frange de la population américaine qui a été exposée à cette maladie-là. Donc, en ce qui concerne la démocratie, tout à l'heure, le professeur a dit des choses qui sont importantes. J'ai le temps de revenir sur la France après. Mais il faut dire que on ne peut pas évaluer la démocratie seulement sur le fait que, bon, il y a des institutions qui sont là. D'abord, il a bien décrit, par exemple, le système camerounais, et qu'il y a des élections qui se passent de manière régulière. Mais il faut aussi questionner la qualité de ces élections. Oui. Il faut questionner la qualité de ces élections. Il faut se poser la question, est-ce que l'électeur, même, on voit dans le cas du Cameroun que c'est... En tout cas, l'élection s'est passée au Burundi le mois dernier. Oui, est-ce que ces gens-là votent vraiment en toute connaissance de cause? Est-ce qu'il y a un véritable débat sur des programmes? Tout à l'heure, on parle des villages, mais je peux être du même village que toi, un gosse. Mais que nous ayons de 2 points de vue de la vision du monde diamétralement opposés. Le problème se pose, c'est que si je suis président, et que j'exige qu'au moment de partir, c'est mon frère gosse qui doit me remplacer, c'est là où il y a un problème. Mais si le problème, c'est parce qu'un gosse a un programme et que j'ai un programme, on conforte nos programmes, il n'y a pas de problème. Vous parlez de Ségolène Royal. Ségolène Royal n'a pas épousé... François Hollande. François Hollande n'a pas épousé une femme. François Hollande a fait... des enfants. Des enfants avec une militante politique. C'est le cas, par exemple, de couple Gbagbo. Si Madame Gbagbo devient chef d'État aujourd'hui, vous n'avez pas dit que parce qu'elle est Madame Gbagbo. Non. Cette femme, elle est d'abord une militante politique, une intellectuelle, avant de haut vol. Attention. Donc ne confondez pas les choses. Mais quand Béni Christ... Et Ségolène était candidate aux élections avant mais si Béni Christ, le nouveau Tagné, au moment de la succession du pouvoir au Congo, redonne le pouvoir à Magne qui n'a jamais fait de politique, là ça pose un problème. Merci beaucoup. Merci rapidement. Quand ça se passe en Afrique, c'est un problème. Non, écoutons, soyons sérieux. Soyons très sérieux dans notre débat. On sort de l'émission en disant simplement une chose qui est claire, n'est-ce pas? Le système qui est imposé avec une surmédiatisation, parce que la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de la communication. Oui. C'est-à-dire, c'est nos valeurs qui sont les meilleures valeurs. Quand on finance l'homosexualité, pour l'Europe, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de bien. Mais l'Afrique ne l'accepte pas.
L'Afrique n'accepte pas le mot Allez sexualité. dire à votre sœur Parce que alors, Macky- merci. Maître Macky Sall allez dire à votre sœur Alice comme alors de ne plus prendre l'argent de l'Union européenne. Patient, pas fait le problème. Patient, pas fait Voilà le les problème. mêmes On va débats. plus citer les Ne hommes. confondez pas. Mais je dis une chose, Patient, c'est pas fait que le- Merci. je dis une chose qui est claire, n'est-ce pas? Oui. Quand des modèles viennent de l'Occident, C'est ce bien. qui est bien. Ouais, mais Oh, pas- on nous dit que non, c'est la femme qui est effilée et tout, qui est la plus belle femme du monde. Donc nos femmes qui ont les rondeurs en Afrique, c'est-à-dire une belle poitrine, un bon fessier, ce ne sont pas de belles femmes. Donc vous comprenez un peu le design vendu par l'Occident. On vous a Que ça compris. soit culturel, que ça soit religieux, que ça soit Oui, politique, comme les bons que dégains. ça soit... Mais écoutez... Messieurs, on termine. Merci André Kimata. Mais en un mot seulement. en un mot, il faut dire ceci. Oui. Les problèmes en Afrique, c'est les problèmes du plagiat, du mimétisme. C'est-à-dire, Exactement. les démocraties à l'africaine n'existera pas. Et ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la démocratie est une dévolution du pouvoir par le peuple. Par le peuple. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est que... Tout ça, c'est nous venu n'avons- de l'Égypte, hein. Vous ne nous inquiétez nous pas. n'avons pas de systèmes qui sont pensés en fonction de la culture africaine. Nous avons copié. Comme Parfait nous le disait tout à l'heure, nous avons des États qui ont été, qui descendent de la conférence de Berlin. une Non, construction nous coloniale. avons des pays qui sont l'héritage de la conférence de Berlin, mais paradoxalement, les États que nous avons établis à l'intérieur de ces territoires sont malheureusement issus de la copie, du copier-coller. On n'a pas réfléchi à l'État par rapport à nos besoins. Comme le et à nos Covid-19, nécessités. copier-coller, Et pour citer, confinement. Alors, pour je citer, l'avais pour demain. citer, je disais que la démocratie est un mauvais système. Pourquoi? Platon, qui est l'un des grands concepteurs de la démocratie, concevait la démocratie comme l'une des 3 phases de la dégradation du système aristocratique. Voilà pourquoi la démocratie ne peut marcher que lorsque les gens qui ont le moyen imposent les dictats sur les pauvres. C'est ça la démocratie. Docteur Yessomba, pour terminer. Oui, je voudrais peut-être prendre le contre-pied quand il parle Kisefanga. de la reine en Grande-Bretagne. Vous savez, là-bas, voilà, justement, un règne, mais elle ne gouverne pas. Voilà. Ça dit que c'est un exécutif de façade où la reine est complètement effacée au profit. Et quand Kourounziza va être roi, vous refusez. Au profit du Premier ministre. Non. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, il faut tropicaliser notre démocratie. C'est-à-dire qu'en réalité, prendre en compte nos réalités propres et les introduire dans nos institutions. Messieurs, je vous Très dis bien. merci d'avoir été Là, là, je suis d'accord. ce matin. Je sais que je vous souhaite de passer un très bon week-end, messieurs. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée et surtout, bon week-end. Au revoir.